Le département des enquêtes spéciales, DSI, dresse la liste des suspects qui feront l'objet d'accusations supplémentaires pour emprunt frauduleux, également connu sous le nom de système pyramidal, dans l'affaire de marketing direct du groupe Icon. Le secrétaire général par intérim du DSI, Yutana Freedom, a déclaré que le DSI avait discuté du cas du groupe Icon avec des représentants de la Commission de protection des consommateurs et du Bureau de la politique fiscale, et avait reçu des informations utiles pour soutenir son plan d'inculper les suspects pour emprunt frauduleux ou système pyramidal. 18 suspects, déjà en détention, avaient été précédemment inculpés pour fraude publique et délit informatique concernant des invitations en ligne adressées à des distributeurs potentiels pour vendre des produits. Les plaignants dans cette affaire ont allégué que les distributeurs se concentraient sur le recrutement de nouveaux distributeurs et les incitaient à investir dans des produits plutôt que de se consacrer au marketing de ces produits. Le major de police Yutana a déclaré dimanche que les responsables du DSI avaient discuté de nombreux aspects de l'affaire avec les responsables de la protection des consommateurs et de la politique fiscale, y compris le plan d'affaires du groupe Icon et la vente de ces produits. Le PDG du groupe Icon avait précédemment déclaré que ces produits étaient principalement des compléments alimentaires. Les enquêteurs se réuniront et établiront une liste des suspects qui feront l'objet d'accusations d'emprunt frauduleux qui seront déposées dans un proche avenir, a-t-il affirmé. Il a confirmé que le DSI disposait de suffisamment de preuves pour étayer ces accusations. 2400 témoins. Le major Yutana a également mentionné que le DSI était informé que l'avocat du PDG du groupe Icon prévoyait de présenter 20 témoins pour fournir des informations sur l'affaire au DSI ce lundi. Le DSI recevrait des informations utiles de ces personnes, a-t-il ajouté. Par ailleurs, Witun Kemgengan, avocat du PDG du groupe Icon, Varantafon Boss Paul Waratia Oracle, a déclaré que ces 20 témoins constitueraient le premier groupe parmi environ 2400 témoins qui souhaitaient partager leurs informations avec le DSI. L'avocat a indiqué qu'il demanderait au DSI lundi combien de témoins il pourrait interroger chaque jour. En ce qui concerne les conditions des 18 suspects détenus, M. Witun a précisé qu'ils s'étaient adaptés à leur nouvel environnement et n'étaient pas stressés, mais que la plupart d'entre eux s'inquiétaient pour leur famille. Il a également mentionné que les suspects demanderaient une libération sous caution de 3 millions de bahts, après que le tribunal pénal avait refusé une caution de 2 millions de bahts sollicitée par 3 célébrités impliquées. À la fin du mois dernier, environ 10 000 personnes avaient déposé des plaintes auprès de la police à travers tout le pays, déclarant avoir perdu un total d'environ 3 milliards de bahts à travers leurs concessions pour les produits du groupe Icon. La majorité des Thaïlandais pensent que des « avocats bénévoles authentiques » existent, mais qu'ils sont peu nombreux, selon une enquête menée par Nidapol. Le sondage a mesuré l'opinion générale du public sur l'existence d'avocats pro bono qui aident véritablement les gens sans poursuivre leurs propres intérêts ni rechercher la célébrité. Les réponses étaient les suivantes. 52,44% pensent que de bons avocats bénévoles intègres existent, mais en petit nombre. 26,56% ne sont pas certains de leur existence. 16,88% pensent qu'ils n'existent pas. 4,12% estiment qu'ils existent encore et qu'il y en a beaucoup. Interrogés sur leur niveau de confiance lorsqu'ils recherchent des services ou des conseils auprès d'avocats professionnels, les réponses étaient variées. 42,06% disent avoir une confiance modérée. 36,11% ont une légère confiance. 12,52% n'ont aucune confiance. 8,78% leur font beaucoup confiance. 0,53% ne savent pas ou ne s'y intéressent pas. Lorsqu'on leur a demandé vers qui ou quelles organisations ils se tourneraient s'ils craignaient de ne pas obtenir justice dans une affaire judiciaire, qu'ils intentent une action ou qu'ils en soient la cible, les réponses étaient les suivantes. 42,06% vers le centre d'Enrondarma du ministère de l'Intérieur. 12,83% vers des associations, fondations et ING concernées. 19,16% vers le Bureau de protection des droits civils et d'assistance juridique. 11,68% vers des avocats bénévoles du Conseil des avocats. 11,37% vers la ligne directe 1111 de la Maison du gouvernement. 9,01% vers des avocats généralistes. 8,17% vers des avocats du barreau thaïlandais sous le patronage royal. 6,87% vers des avocats célèbres. 1,60% vers des politiciens. 4,96% vers des émissions de télévision populaires et les réseaux sociaux.
Le sondage a été réalisé du 28 au 30 octobre auprès de 1310 personnes âgées de 18 ans et plus, de divers niveaux d'éducation et professions à travers le pays. L'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, mettra en place une nouvelle politique pour réguler le nombre de chats et de chiens domestiques dans la ville. Surachipong Singvitia, président du conseil de Bangkok, a déclaré samedi que le conseil avait récemment approuvé un amendement à la réglementation sur la possession et la libération des animaux de compagnie. L'amendement sera soumis au gouverneur de Bangkok, Chadchar Sitipin, pour publication dans la Gazette royale. La réglementation entrera en vigueur 360 jours après l'annonce, a-t-il précisé. Napapol Giracul, membre du conseil représentant le district de Bangkok Noa et président du comité spécial chargé de superviser le changement, a expliqué que l'amendement vise à limiter le nombre de chiens et de chats par foyer pour préserver la santé publique, prévenir les maladies et réduire les nuisances à Bangkok. La ville de Bangkok sera zonée pour contrôler le nombre de chiens et de chats que les propriétaires pourront garder, en fonction de la superficie de leur habitation, a-t-il déclaré. Pour une unité en copropriété ou un espace locatif de 20 mètres carrés à 80 mètres carrés, la BMA autorisera 1 ou 2 animaux de compagnie. Pour des maisons ou unités plus grandes, de 80 mètres carrés à 200 mètres carrés, les propriétaires pourront garder jusqu'à 3 animaux. Les propriétés de 200 mètres carrés à 400 mètres carrés pourront en accueillir jusqu'à 4, tandis que les espaces de plus de 400 mètres carrés permettront jusqu'à 6 animaux. La réglementation impose également des restrictions particulières pour certaines races de chiens, notamment les pitbulls, bull terriers, Staffordshire bull terrier, Rottweiler et Fila Brasileiro. Les propriétaires de ces races devront obtenir une autorisation spéciale. La réglementation interdit également l'élevage de chiens et de chats dans des lieux publics ou sur la propriété d'autrui sans autorisation. De plus, chaque propriétaire devra faire pucer ses animaux conformément aux critères d'identification des animaux de compagnie de Bangkok. Les contrevenants à cette réglementation risquent des sanctions en vertu de la loi sur la santé publique de 1992 et ses amendements. Les amendes peuvent atteindre jusqu'à 10 000 bahts, et les propriétaires peuvent encourir jusqu'à 1 mois d'emprisonnement si leur chien mord une autre personne ou l'animal d'une autre personne. Si un chien aboie bruyamment, causant une nuisance publique, le propriétaire peut être sanctionné par 1 mois d'emprisonnement et une amende de 10 000 bahts. La BMA estime que 198 682 chiens et chats vivent dans la capitale, dont 53 991 chiens possédés, 8 945 chiens errants, 115 821 chats possédés et 19 925 chats errants. Le département de la santé de la BMA dispose d'une unité vétérinaire mobile pour offrir des services de stérilisation des animaux errants dans chaque zone afin de réduire leur nombre. Les chiens agressifs seront envoyés au centre de contrôle et d'hébergement des chiens de Bangkok, situé dans le district de Praway. En appliquant cette réglementation, le problème des animaux de compagnie et des animaux errants causant des perturbations à Bangkok sera résolu, rendant la ville plus sûre pour tous et responsabilisant davantage les propriétaires à bien s'occuper de leurs animaux, a-t-il ajouté. Des militants prévoient des manifestations à Bangkok et à Tra la semaine prochaine, demandant au gouvernement de clarifier sa position sur le différend concernant l'île de Koh Kut entre la Thaïlande et le Cambodge. Pichichémongongkol, leader du réseau des étudiants et du peuple pour la réforme de la Thaïlande, a publié sur Facebook que le groupe organisera un rassemblement devant la maison du gouvernement mardi pour s'opposer à toute tentative de céder une partie du territoire de l'île de Koh Kut, dans la province de Tra, au Cambodge. Le gouvernement dirigé par le feu Thaï a affirmé que nous ne perdrons pas Koh Kut. Peut-on les croire, a-t-il écrit. Pendant ce temps, Supitnata Rangkatekao, membre du groupe des étudiants professionnels pour la protection de la monarchie, a déclaré que le groupe tiendra un rassemblement samedi devant le palais provincial du district de Muang à Tra pour informer le public sur le différend concernant Koh Kut. Cependant, Ferra Soisan, chef du district de Koh Kut, a mis en garde contre des manifestations sur l'île elle-même, soulignant que des protestations pourraient nuire au tourisme, qui constitue une source de revenus essentielle pour les communautés locales. Il a ajouté que plus de 300 000 touristes thaïlandais et étrangers visitent Koh Kut chaque année, générant plusieurs milliards de bahts de revenus. Le tourisme sur l'île se rétablit progressivement après les impacts de la pandémie de Covid-19, a précisé M. Ferra, en insistant sur le fait que Koh Kut appartient à la Thaïlande en vertu du traité franco-siamois de 1907.
L'île de Koh Kut a attiré l'attention lorsque des figures clés du parti Palam Pracharat, PPRP, ont tenu une conférence de presse mercredi pour s'opposer aux discussions sur le développement conjoint des ressources pétrolières et gazières dans le Golfe sous le cadre du protocole d'accord, MOU, de 2001, craignant que cela puisse entraîner une perte de territoire pour la Thaïlande. Ils ont déclaré que le PPRP soumettrait une lettre ouverte à la première ministre Paetongtarn Shinawatra pour lui demander d'arrêter ces pourparlers. Le MOU avait été initialement signé sous le gouvernement de son père, l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra. Tiraché Phuvanatnaranubala, ancien ministre des Finances et président du comité académique du PPRP, a affirmé que le protocole d'accord inclut une revendication territoriale du Cambodge qui contredit le traité franco-siamois de 1907, rendant ainsi le MOU illégal. Le gouvernement affirme qu'aucune discussion n'a encore commencé. Le gouvernement a assuré que la Thaïlande ne perdrait pas Koh Kut au profit du Cambodge. Le ministre de la Défense, Phantam Wechayachai, a déclaré que le gouvernement ferait tout son possible pour protéger le territoire thaïlandais. Nopadong Patama, député sur liste du parti Pheu Thai, a expliqué que le MOU de 2001, signé par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Surakiart Sathirathai, avait établi un cadre pour la négociation des zones maritimes dans le golfe de Thaïlande revendiquées par les deux pays.